et accueillir Antoine Glacia qui répond au nom de code Loucomax. Hein, c'est ça? Ok, merci. Bonjour à tous. Donc moi c'est Antoine Blasiak, je suis développeur informatique embauché CNRS. Donc je travaille ici au C2 depuis mars sur le projet Control Death Paint, qui est en fait une machine qui a pour but de combiner la confocale XRF et la macro XRF dans un seul appareil. Et je vais vous parler plus précisément du développement de l'interface de commande de cette machine ici, ce qui a été mon travail au sein du C2. Donc pour le plan de présentation, on va commencer par un contexte et parler un petit peu des appareils existants desquels s'inspire notre appareil Loucomax. On va faire un tour des évolutions envisagées pour ce projet et en tirer une idée d'un cahier des charges de l'appareil Loucomax. Donc Loucomax qui est l'appareil qu'on développe. Je vais vous parler plus précisément du logiciel de commande. On va faire un tour un petit peu des différentes interfaces d'utilisation et on pourra faire les conclusions et les perspectives du projet avant de présenter quelques références. Donc pour le contexte et les appareils existants, il y a les deux catégories desquelles on va s'inspirer le plus, la macro XRF et la confocale. Donc là, ici, je vous présente la macro XRF, qui est une technique d'analyse d'éléments par rayon X, qui est non invasive, non destructive, qui est très utilisée dans le patrimoine. La MAXRF, c'est très répandu dans la plupart des labos du patrimoine. Donc ça va nous permettre, en venant balayer la surface entière de l'objet, d'obtenir des très grandes surfaces d'analyse sur laquelle on va pouvoir comprendre où se situent les éléments sur la surface. Donc vous avez un exemple en haut à droite de spectre type que va nous renvoyer le spectromètre, et on va faire ça pour chaque point pour obtenir la répartition qu'on trouve en bas à droite, par exemple, où vous avez sur la première image donc la répartition du cuivre et la deuxième le plomb. Donc ça, c'est un exemple de macro XRF. Et la seconde technique qui va nous intéresser ici, c'est la confocale XRF, qui est une évolution de la première, où au lieu de balayer l'intégralité de la surface, on va vouloir analyser les objets dans la profondeur, en tout cas dans l'épaisseur des objets. Donc ce qu'on fait ici, c'est qu'on utilise des polycapillaires qui vont venir focaliser les rayons X émis par notre générateur et d'autre part, on va placer également un polycapillaire devant notre détecteur, ce qui va nous permettre d'avoir une très bonne définition dans l'espace de où se trouve l'endroit qu'on regarde et l'endroit qu'on analyse avec nos rayons X. Et ce micro-volume-là que vous voyez représenté en haut à droite, on va le déplacer dans l'épaisseur de l'objet pour venir voir les différentes couches, s'il y a une superposition de pigments, de corrosion ou de calcification, ou l'objet qu'on voit. Donc en bas à droite, c'est un petit peu le type de profil qu'on va essayer de sortir de cette machine confocale. Donc les évolutions, à partir de ça, on va travailler beaucoup sur la partie transportable de ces machines-là, vu qu'on veut de plus en plus apporter les appareils aux œuvres plutôt que l'inverse. Et on veut travailler également donc, dans les musées, mais aussi peut-être aller dans les grottes, pouvoir apporter ces machines-là pour analyser des peintures rupestres. Donc l'objectif est de combiner la MAXRF et la confocale pour ne pas avoir à transporter les œuvres d'une machine à l'autre lorsqu'on veut vraiment définir de manière précise où est-ce qu'on va faire nos profils confocaux. On va travailler également sur l'acquisition pour les réduire au maximum et on souhaite aussi avoir un retour d'information pendant l'acquisition, ce qui va nous éviter les problèmes qu'on rencontre avec les machines actuelles on lance l'acquisition, on est un petit peu à l'aveugle tout le temps du déplacement de l'appareil et on attend la fin pour avoir les résultats. Si on s'était mal positionné, il faut recommencer.
Et on travaille également toujours sur la sécurité des œuvres pendant les acquisitions. Ça, c'est le cas à tous les développements de machines. Donc le cahier des charges qu'on a tiré un petit peu de tout ça. Donc pour combiner les techniques de MXRF et de confocal XRF, on va travailler sur 2 détecteurs indépendants, mais qui vont travailler parfois ensemble. La géométrie de la tête de mesure va être adaptée à l'intégration de ces 2 détecteurs. On va faire des acquisitions au vol pour gagner du temps dans l'acquisition pendant le balayage, notamment sur la macro XRF. Les interfaces graphiques sont intégrées au logiciel avec des interfaces, vous allez voir, un petit peu qui sont assez connues dans le patrimoine aussi, dans le traitement d'image. Et on travaille pendant tout le développement de cette machine en consultation directe avec les utilisateurs finaux pour avoir une machine le plus adaptée possible au moment où elle sera livrée. La mesure de distance de la tête de mesure à l'objet nous permet de sécuriser l'œuvre pendant tout le temps d'acquisition. Vous allez voir que ça nous sert aussi pour certains cas pour la qualité des données également. Donc pour ce qui est du logiciel de commande de cette machine, je me suis basé sur un environnement Python pour développer le programme et on travaille avec PyQt pour l'interface graphique. Donc ça parlera plutôt aux développeurs, mais voilà. Donc les tâches sont exécutées en parallèle grâce à la librairie threading de Python. On vient travailler sur de la programmation orientée objet, le but étant d'avoir un programme facile à maintenir dans le temps, sur la longueur, et qu'on puisse rajouter facilement des nouvelles améliorations ou corriger des choses. On intègre, donc ici vous voyez en haut à droite, PyMCA, qui est un logiciel en open source développé par Armando Solé, dont on va intégrer carrément des parties dans notre logiciel ici. Et notre logiciel qui lui-même sera open source une fois livré. Donc l'équipement Lucomax, vous pouvez voir ici une photo. Donc ça rassemble tout un tas d'équipements, d'appareils différents. On a les 2 détecteurs, on a le tube à rayon X, plusieurs caméras, des tables de positionnement. Donc tout ça, toute la difficulté dans l'interface logicielle, c'est de piloter tous ces éléments ensemble et parfois indépendamment pour les acquisitions. Donc, par exemple, pour le générateur à rayon X, vous pouvez voir ici un exemple de l'interface de commande. On va pouvoir récupérer des informations sur l'intensité, la tension qui est appliquée sur l'anode du tube à rayon X. Tout ça, c'est l'intérêt que ça soit intégré au logiciel, c'est qu'on va pouvoir extraire toutes ces conditions expérimentales et les enregistrer dans nos résultats de macro XRF, de confocal XRF, pour la pérennité des données et pour pouvoir les comparer après plus facilement. L'interface de pilotage de la position de la tête de mesure ressemble à ça. Elle est assez représentative de ce qu'on peut voir sur d'autres appareils comme un Aglaé ou encore d'autres sur les actuels MXRF confocal. L'intérêt ici, c'est qu'on a des retours caméra assez précis, donc je vais présenter un peu plus ça par la suite. On peut jouer sur la vitesse, on a un retour en direct du positionnement des moteurs. Les caméras sur cet appareil, on a 2 caméras. La première qui est à gauche, qui est une caméra microscope positionnée dans l'axe de la tête de mesure, où vous allez voir directement l'endroit de l'analyse. Donc ça va être très intéressant pour se positionner au bon endroit sur l'objet qu'on a analysé. La deuxième est une caméra en vue globale qui permet surtout de se positionner quand on est au départ assez éloigné de notre objet et de voir s'il n'y a pas des choses dans le champ qui pourraient gêner pendant l'acquisition. En ce qui concerne l'équipement de mesure de distance, donc c'est un laser télémétrique
qui a été installé sur cette machine-là. L'interface que vous voyez ici, qui est en apparence toute simple, il y a beaucoup de choses derrière, en fait, parce qu'on va, donc, outre le fait de mesurer en permanence la distance, on va pouvoir sauvegarder une distance donnée pour que pendant l'acquisition MXRF, où je rappelle qu'on balaye tout l'espace devant l'objet, on souhaite en général garder une distance constante à l'œuvre. Par exemple, quand on travaille sur un tableau, s'il y a un espace qui est concave ou convexe, il va falloir que la machine recule pour pas que la tête de mesure ne vienne toucher l'œuvre, par exemple. Donc ce contrôle-là est très important pour les mesures et pour la sécurité. Donc là, on rentre dans le cœur vraiment du logiciel. Donc on commence par l'acquisition MacroXRF. Donc là, cette interface permet de faire pas mal de choses. On vient définir les paramètres de la cartographie et on a directement une estimation de la durée. Ça, c'est bien pour savoir combien de temps on a pour aller prendre le café avant de revenir. Vous avez une info en temps réel d'avancement de votre cartographie. Et là, c'est là qu'on voit intervenir l'interface PIMCA. Donc toute cette partie-là, c'est des morceaux entiers de paille NCA, pardon, PIMCA pour les intimes, que j'ai intégrés dans le logiciel. L'intérêt, c'est quoi? C'est qu'on retrouve en fait pas mal de petites options qui sont disponibles dans le logiciel qu'on peut réutiliser. Surtout pour les personnes qui sont déjà à l'aise avec ces outils-là. On n'est pas obligé de les utiliser, mais ils sont disponibles. Et en plus de ça, on peut venir travailler sur des regions of interest, donc pour sélectionner les éléments qu'on souhaite afficher. Et la seule modification que j'ai fait moi, c'est plus quelque chose d'un peu de caché, mais en fait c'est que l'affichage vient se faire en temps réel. Parce que normalement, Pimka, on vient charger un jeu de données. Ici, nous, pendant l'acquisition, toute cette fenêtre-là va évoluer et on va voir l'image se pousser au fur et à mesure, ainsi que les spectres. Et donc, on peut définir un OROI pendant, avant, après l'acquisition, quand on veut. L'interface suivante, qui est l'avant-dernière que je vais vous présenter, est vraiment, je pense, la plus-value de cet appareil. C'est-à-dire que là, on va utiliser les résultats de la macro XRF pour définir nos points de confocal XRF, donc ce qu'on va faire après. Les points donc les résultats de la macro XRF peuvent être affichés sous forme de plusieurs affichages comme ça, où on va pouvoir sélectionner un élément à la fois. Donc vous pourrez définir, dire là en haut je veux voir le fer, en bas le cuivre, etc. Et ensuite on va venir ajouter des points de confocal qui viennent se mettre dans la liste à gauche, et vous les positionnez sur la cartographie XRF. Donc ça permet de dire par exemple à un endroit j'ai et du fer et du cuivre, et en fait je sais pas dans quel sens lequel vient en premier. Donc c'est là que je vais aller faire un point de confocal pour voir la superposition des couches, me dire ok c'est d'abord du cuivre, ensuite du fer, et j'ai encore une couche de plomb derrière que j'avais pas vu peut-être. Une fois qu'on a défini nos points de confocal, on voudra faire des profils confocaux. Alors ça, c'est la partie qui est encore en cours de développement, que j'ai pas terminé. Mais l'idée, ça sera un petit peu comme la macro XRF, d'avoir un retour en temps réel de l'acquisition. Donc en fait, j'imagine pour l'instant plusieurs éléments à la fois qui s'affichent, et on verrait le profil de chaque élément poussé en temps réel. Au passage, il y a encore des paramètres à définir, parce que quand on veut faire notre confocal, il va falloir qu'on dise à quelle distance est-ce qu'on veut démarrer, combien de profondeur, et d'autres paramètres encore spécifiques à l'acquisition. Donc pour terminer sur les conclusions et perspectives du projet, sur les avancées déjà réalisées, donc on a le pilotage de tous les appareils qu'on a vus avant. Il y en avait un certain nombre, ça pouvait prendre pas mal de temps, donc ça c'est terminé, on a vraiment le pilotage de chaque appareil.
Les temps d'acquisition sur la MXRF et l'interface aussi utilisateur, c'était un gros morceau du travail, parce qu'en fait, c'est finalement les déplacements les plus complexes qu'on ait avec cet appareil. C'était un bon point de départ pour se dire, OK, derrière, je vais faire de la confocale. En termes de déplacement, ça ressemble à ce qu'on a déjà fait. Et le travail sur l'exécution en parallèle de beaucoup de tâches. Donc là, en fait, on ne se rend pas compte, mais pendant l'acquisition, il y a énormément de choses qui se passent. Donc, il a fallu travailler beaucoup avec des threads, des techniques informatiques qui nous permettent de gagner du temps. Et en ce qui concerne les perspectives du projet, donc il reste à faire cette interface d'acquisition confocale, qui est un peu le but ultime de notre appareil. Il y a une partie importante qui concerne l'ajustement des polycapillaires, parce que j'ai dit qu'en confocal, on avait 2 polycapillaires qui regardent à un point précis, qui sont en fait les focales des 2 lentilles, donc 2 polycapillaires. Mais en réalité, il faut déjà réussir à bien les régler pour que ces 2 focales se rencontrent dans l'espace. Ce qui en soi est assez complexe, on a déjà commencé à travailler là-dessus. Mais ça fait partie des choses qui restent à faire. Enfin, sur la partie plutôt finale du projet, on essaiera de réajuster les interfaces, parce que tout ce que je vous ai montré là, c'est encore en cours de développement, mais on peut, en discussion avec les chercheurs, avec les utilisateurs potentiels de cet appareil, revoir le positionnement des choses. Il y aura à travailler également sur la caractérisation de l'appareil, voir quelles sont les capacités quand on pousse la vitesse au max ou la résolution au max, voir un peu comment ça se comporte et quels résultats est-ce qu'on peut avoir. C'est terminé pour moi, je vous remercie pour votre écoute et je vous laisse avec les quelques références si vous voulez de la lecture. Merci beaucoup, Antoine. Antoine, attends vos questions si vous en avez. Oui. Oui, Marc. Ce serait quoi le format de fichier rendu par l'appareil? C'est-à-dire que les fichiers restent sur le logiciel? Non, c'est une très bonne question, je vous remercie. Alors, je voulais le présenter, mais je n'ai pas eu le temps dans toute la conversation. Mais effectivement, on a travaillé aussi sur le format de sortie pour que ça soit le plus accessible à différents logiciels, qu'on puisse les retravailler sur un truc. Donc là, pour l'instant, on travaille sur du HDF5, qui est un format open source qui permet d'embarquer différentes tailles et différentes formes de jeux de données, et également des conditions expérimentales sous forme de métadonnées, c'est-à-dire qu'on va enregistrer la date et l'heure de l'acquisition, l'endroit, le voltage ou l'intensité du tube, tout ce genre de choses qui ne sont pas dans le jeu de données, mais qui sont des métadonnées, quoi. 5 pour l'instant, et il se peut qu'on travaille avec plusieurs formats de fichiers aussi. J'avais une question. Oui. Est-ce que les données confocales et les données MXRF seront ensemble ou seront séparées dans des fichiers? Oui. Alors, c'est pas encore développé, mais dans ma vision de la chose, oui, c'est de regrouper les deux. Étant donné qu'on se sert en fait de la macro XRF pour faire de la confocale dans la vision qu'on a de l'utilisation de cet appareil, l'idée c'est d'avoir un seul fichier, donc le HDF5 qui permet ça, avec toutes les données. Et comme ça, on peut vraiment remonter, de dire, ok, j'ai fait ce point-là, je l'avais fait pourquoi? Parce que quand j'ouvre ma macro XRF, en fait, j'avais dû faire du plan, machin. Donc voilà, l'idée c'est de tout impacter et qu'à la sortie, on ne se retrouve pas avec un dossier entier de résultats, mais plutôt avec un fichier qui contient tout. Donc en soi, les résultats sont quand même disponibles indépendamment les uns des autres. Après, ça peut être extrait de toute façon. Exactement, voilà. Mais l'idée c'est de laisser le plus de modularité possible, et je pense que dans ma vision, il y aura une sauvegarde fichier par fichier et une sauvegarde avec le fichier qui regroupe tout. Voilà. Comme ça, on fait ce qu'on veut. Auriez-vous, oui, Alexis? Oui. Le format HDF5, est-ce que ça permet un alignement sur des grosses images d'imagerie, par exemple, qui sont très résolues? Comment on fait l'alignement entre alors, ça et
Le format HDF5, il est intéressant surtout pour travailler avec des tableaux de dimension